nous sommes ici tous ensemble pour écouter un texte de Caroline Lamarche, qu'on salue d'ailleurs, qui est présent. Ça s'appelle La Pêcheuse, des nouvelles extraites de J'ai 100 ans. Et maintenant que toute la famille, réunie, fête ses 70 ans, il ne se sent pas vieux, pas du tout. Simplement, ce chiffre l'attriste par son inadéquation même. Ce chiffre a plus de pouvoir sur lui que des années. Il va de l'un à l'autre, sert le vin, son meilleur vin, tandis que ses enfants et petits-enfants restent vautrés sur leurs chaises. Allant et venant, il rencontre peu de regards. L'ambiance est si animée, ou plutôt, il sent les regards glisser sur lui, tandis que l'on dit « Merci » avec une chaleur de circonstance. Personne ne semble s'étonner que le jour de son anniversaire, il serve lui-même le vin, bien qu'un jeune homme ait été engagé pour cela, un étudiant lituanien qui loue une chambre sous les combles. Ce serviteur d'un jour est, lui aussi, transparent. Mais ce n'est pas son anniversaire. Tout au plus, c'est qu'il payait pour présenter les plats garnis, en penchant au-dessus des convives son beau visage énigmatique. « Merci », dit-on aux jeunes comme aux vieux. Mais au second, on sourit avec un peu de gêne parce que c'est son anniversaire. On fait même mine de se lever en disant « Laisse-moi faire », mais on y renonce bien vite. Les cuisses restent collées aux chaises, et puis ce vin est un tel cadeau qu'on l'accepte avec une nonchalance coupable. Seule Judith a l'air de trouver à la fois merveilleux et parfaitement normal que son grand-père serve le vin, avec l'air d'un septuagénaire embarrassé de son nouvel état. Elle porte pour l'occasion une robe en velours pourpre canne, sa sœur aînée, juge provocante. Elle l'a mise cependant, car elle arrivait la veille que son grand-père se promenait avec elle dans une forêt très sombre, où sa robe rouge était la seule tache de couleur. Forte de cette conviction, elle dit « Le vin est très bon », en le regardant dans les yeux, comme elle regarderait n'importe qui, à commencer par le beau lituanien, avec un mélange de curiosité et de détachement qui n'appartient qu'à elle, à sa nature d'adolescente, polie par ses lectures et ses songes, comme un galet par l'eau. Judith consigne les visions de la nuit dans un carnet offert par son grand-père. Il l'a initiée à la notation des rêves, à défaut de se souvenir des siens. Sa vie onirique s'est tarie lorsqu'il a mis fin à son activité de psychanalyste. Ses patients se souviennent de lui comme d'un homme adorable, toujours calme et doux, avec des gestes appuyés juste ce qu'il faut, sur une épaule, une nuque, pour rendre courage et signaler qu'au-delà de son silence professionnel, il y avait un corps ému par leur douleur, à moins que ce ne fût par la sienne propre et qu'il ne cherchât à soulager ainsi une mélancolie profonde. Très tôt, en effet, il a su qu'il ne pouvait guérir personne, simplement panser une plaie en écoutant, ou vider un abcès en se servant du silence comme scalpel. Mais jamais il n'a eu accès aux causes. Toujours, la vie a ouvert chez ses patients des blessures aussi vieilles que l'humanité elle-même. Avec l'âge, il en est venu à se sentir fragile, affligé d'une émotivité croissante. Comme si toutes ces années, passées à l'écoute d'autrui, n'avaient servi qu'à le dépouiller de ses propres défenses et à peupler ses insomnies de fantasmes épuisants. Aussi a-t-il cessé de pratiquer et transformé son cabinet de consultation en salon de bridge pour sa femme. Une fois la pièce débarrassée, par une couche de peinture rose et une profusion de tentures fleuries, des ombres qui y rôdaient, une fois perdu le souvenir des larmes, l'écho du désordre et celui du désir, la maison tout entière, dans la perfection de son agencement, est devenue la cellule capitonnée dont il a besoin pour terminer sa vie. Les objets ayant une place si évidente et une utilité si incontestable qu'il suffit de penser en termes d'épingles et de petites cuillères, de sachets de thé et d'oreillers brodés pour redevenir un homme normal. Le temps n'y a pas plus d'épaisseur que ces parties de bridge auxquelles il consent tous les après-midi pour exercer sa mémoire. Les heures et les minutes s'y dévoilent sans plus de mystère que les cartes que l'on pose devant soi lorsque l'on joue la partie du mort. Judith déteste les jeux de cartes et refuse, bien que formée au rudiment du bridge, de remplacer au pied levé l'un des joueurs. Cela n'empêche pas sa grand-mère de lui témoigner l'attention sans faille qu'elle voue à chacune de ses petites filles et qui revient à leur enseigner, avec une bonne humeur contagieuse,
les principes de l'entretien d'une maison et quelques techniques d'embellissement, art du bouquet et de la table. Elle croit en effet que l'ordre et la beauté apaisent plus sûrement l'âme que les confidences échangées sur un sujet aussi incertain que les songes. Devant les tableaux, l'argenterie, les corbeilles de fleurs ou de fruits, la table somptueusement mise, tous lui donnent raison, à l'exception de Judith, qui semble farouchement imperméable à l'harmonie domestique. Seuls l'intéressent les romans d'amour ou l'éclat d'un songe au petit matin. Ce jour-là, en entrant dans la grande maison à la suite de sa sœur, Judith a confié son manteau au Lituanien avec un brin d'hésitation. Comme si le jeune homme, par sa distinction extrême, lui était plus proche que ses cousins. Aussi proche qu'un héros de roman ou qu'un amant de rêve, et qu'il serait inconvenant de se dévoiler en robe rouge sans l'embrasser sur les lèvres. Dans ce geste avorté, dans le regard doucement ironique du jeune homme, elle a senti que ce jour ne serait pas comme les autres. Plus tard, elle a dit « Le vin est très bon », en fixant son grand-père dans les yeux. Et, au moment du dessert, lorsque sa grand-mère a fait circuler une vieille photo où on le voit bébé, nu sur une peau de mouton, elle l'a prise sans se mêler au rire des convives. Chacun, en effet, s'esclaffait en disant « Il n'a pas changé !» et commentait à mi-voix son corps exagérément rebondi, ses grandes oreilles et ses bajoux de hamster. L'intéressé a surgi, l'air bienveillant, mais au fond, Judith l'a senti terriblement égarée. Posant la bouteille de vin au centre de la table, il a dit « Ne montrez pas cette photo à Judith !» tout en continuant à sourire. « Et pourquoi pas à Judith ?» a demandé sa femme d'un air surpris. Et, en écho, la voix offensée d'Anne, vêtue ce jour-là d'un ensemble ivoire et de vrais bas de soie. « Et pourquoi à moi et pas à Judith ?» Judith s'est tue, très droite, consciente que sa robe rouge était au centre des regards. Elle a passé la photo à son voisin. Un instant interrompu, la conversation a repris. Judith, cependant, est restée muette. 1 heure auparavant, alors qu'elle rôdait entre les convives, un verre d'apéritif à la main, elle a aperçu cette photo posée sur un meuble entre 2 pots de bégonia. Elle s'est dit alors que son grand-père devait être, à 70 ans, d'une nudité aussi glabre, aussi rebondie que sur la photo où il était bébé. Et son sexe devait être tout petit entre ses cuisses empâtées. Quant à ses oreilles, elles paraissent encore plus grandes maintenant, comme augmentées de milliers de confidences, flétries de ce ruissellement incessant. Judith a pensé tout cela sans ironie, avec gravité et un intérêt presque maternel. Et maintenant, silencieuse au milieu des conversations, elle médite l'attitude du grand-père à son égard, sa pudeur déplacée, mais à ses yeux étrangement douces, comme un signe adressé, devant tous, à elle seule. Lui s'est rassis aux côtés de sa femme. Il pense avec un peu de honte à sa réaction. « Ne montrez pas cette photo à Judith !» Ces mots lui sont venus comme venaient autrefois à ses patients des idées absurdes, qu'il accueillait et encourageait par un mutisme approbateur. Maintenant, c'est à lui de se sentir ridicule et d'avoir envie de demander pardon, avec des sanglots dans la voix. Pardon à qui? De quoi? Il ne le sait pas, et personne ici ne serait en mesure de l'éclairer, ni de sécher ses larmes. Le soleil se couche. Dans le jardin, un arbre solitaire se pare d'un feu liquide. Les convives ont mangé, bu et parlé, indifférents à la teinte du jour. Maintenant, les murs de la salle à manger, sous la lumière rasante qui pénètre par les fenêtres, s'enflamment. La pièce à côté, où le Lituanien regardait les plats, prend des teintes de forge. Personne ne pense qu'il a fait un temps superbe, tandis que l'on s'enfonçait dans le repas. Personne sauf Judith, parce qu'elle aimerait s'asseoir sous l'arbre avec le Lituanien, et sauf le grand-père, qui a soudain le sentiment d'être seul dans un puits d'ombre, tandis que le soleil brille ailleurs, brille sur la robe de sa petite fille et sur le feuillage de l'arbre devant la belle maison. La pièce se met à luire comme un écrin. L'argenterie étincelle, les cuivres frottés se répondent d'un meuble à l'autre, les bouquets s'irisent de reflets d'opaline. Le Lituanien glisse entre les tables, ses pommettes hautes et pâles, son sourire ambigu. Soudain, un tableau accroche l'éclat du soleil. « C'est comme un rêve !» s'exclame Judith. Elle se lève pour le regarder de plus près.
On hausse les épaules, on poursuit le repas. Le grand-père, après un mot d'excuse à sa femme, rejoint Judith et se met à contempler le tableau avec une sorte de soulagement. Il trouve dans les couleurs, dans le motif, une eau calme parcourue de reflets, un pêcheur vu de dos, absorbé par sa ligne, comme une puissance d'apaisement. Personne, devant une telle vision, n'aurait envie de sangloter en demandant pardon. Personne n'aurait honte d'être exhibé sous la forme d'une vieille photo. Au contraire, un acquissement doux s'élève en vous comme lorsqu'un songe vous visite, et l'on peut alors, uniquement préoccupé de la danse des couleurs, tourner le dos à toute l'assemblée. Ce pêcheur, dit le grand-père en posant sa grande main sur l'épaule de Judith, est peut-être une pêcheuse. Il a un rire bref. Après tout, on ne voit que son dos. Ôtant sa main, il désigne le bas du tableau. Tous ces reflets, ces taches de couleur. Si on se laissait aller, on y verrait plein de choses. Comme dans le test des taches d'encre? En quelque sorte. J'ai une idée, dit Judith. Choisis un reflet. C'est fait. Et qui vois-tu? Un silence. Derrière eux, le bourdonnement des convives. J'y vois... Oh, ma petite fille, tu vas me trouver ridicule. Eh bien, j'y vois un bébé nu sur une peau de mouton. Oh, Judith, je vois ces grandes oreilles de bébé, c'est absurde. Comme des nageoires brassant l'eau. Il avance par ses oreilles, ses yeux, sa bouche sont clos hermétiquement, mais l'eau rentre à flot par ses oreilles et il gonfle. Oui, c'est ça, ce bébé gonfle à cause de l'eau. Il va peut-être se noyer, entraîné au fond par son propre poids, et son... Le grand-père s'ébroue, sort de sa vision, horrifié. Le mot sexe a failli lui échapper comme une truite jaillie de la rivière, la bouche béante, prête à engloutir l'hameçon. Continue, continue. Et comme un petit poisson, et la ligne de la pêcheuse... Il tire de sa poche un mouchoir, le déplie en le secouant plusieurs fois d'un geste ample, comme un voyageur sur le départ salue ses proches rassemblés sur le quai. Puis il se mouche bruyamment, et ce bruit de trompette, en résonnant dans son cerveau, y efface le mot sauvage, le mot poisson. C'est ta monnaie, dit-il enfin. Et toi, tu es dans la barque. C'est ce qui est écrit, réplique Judith, réagissant à la première partie de la phrase. Elle n'ignore pas que le grand-père a acheté ce tableau à un prix raisonnable à l'époque où l'on trouvait encore sur le marché de l'art des œuvres mineures des maîtres de l'impressionnisme. Ce pourrait être un faux. Personne dans la famille n'exclut cette possibilité, bien que l'on parle toujours d'une monnaie de grand-père. Pourquoi ne demandes-tu pas une fois pour toutes? Elle se sent frôler. Le Lituanien passe avec un plateau chargé de verre. Elle lui sourit, il s'incline légèrement, impénétrable. Une expertise, poursuit-elle. Sa voix tremble un peu. À quelque distance, les verres chantent sur le plateau, une vibration très fine, perceptible seulement par une ouïe aux aguets. Le grand-père se sent pris d'un vertige. Il s'appuie contre le mur et s'efforce d'affermir son regard en fixant Judith. À quoi pense cet enfant? Elle a les yeux dans le vague, elle se mord la lèvre supérieure et ses mains caressent machinalement le côté de sa robe. Il se redresse avec raideur, perclus d'émotion, tente d'ordonner ses pensées une à une. Une expertise, vraiment? Est-ce à l'âge où la torpeur vous prend le jour à une table de bridge, où le sommeil vous fuit la nuit, qu'il faut décider d'en avoir le cœur net? Comment être sûr que la magie de l'œuvre demeurera intacte lorsque le doute concernant son origine se sera dissipé? Peut-être faudra-t-il faire appel à plusieurs spécialistes, se rendre soi-même dans tous les musées où reposent des monnaies, lire tous les livres concernant l'œuvre, s'abreuver également de petits maîtres, voire de faux de qualité au fil des ventes publiques ou des visites aux collectionneurs. Se forger une deuxième âme qui sera d'eau et de ciel, dans une débauche de couleurs estompées. Laisser venir à soi, enfin, comment faire le poisson, une conviction intime qui résistera à tout, aux avis des experts, aux supputations des proches, au temps qui s'enfuit durant les parties de bridge. S'il fait cela, et quel que soit le résultat de ses investigations, sans doute vivra-t-il encore longtemps, peut-être même ne mourra-t-il jamais, quand il reposera sur un catafalque dans le salon fleuri, entouré des effluves de l'encens et de l'odeur de son propre corps,
Il vivra encore, par cette deuxième âme, nourrie de tous les vrais et faux monnaies de la terre. Mais il y a le bridge. Jamais sa femme ne jouera au bridge sans lui. Elle sera si désorientée, si seule avec ses théories sur l'ordre et la beauté. Comment se lever lorsqu'on est plusieurs à jouer une partie? Comment se lever et disparaître pour courir le monde en quête de vérité, un tableau sous le bras? Impossible. Il faut rester assis là, donner l'illusion rassurante d'une présence jusqu'à ce que le corps s'affaisse et meure par défaut d'âme. Trop tard, dit le grand-père. Judith pose un regard mélancolique sur le tableau que les rayons du soleil désertent peu à peu. Elle parle sans détacher son regard de la silhouette qui pêche. « Tu aimerais être peintre ?» Elle pense au visage du Lituanien et au portrait qu'elle pourrait en faire en l'obligeant à poser pour elle des soirées entières. « Jeune homme, dirait-elle, si vous posez comme je le veux, nous nous embrasserons sur la bouche. » Je suis trop vieux, dit le grand-père. Je suis... Il tire à nouveau son mouchoir de sa poche et l'agite, le faisant danser devant les yeux de Judith comme on distrait une enfant triste. Fini. Judith reste sans voix, désorientée, puis comme prise d'une inspiration subite, mais on n'est jamais trop vieux. Plein d'espoir, les yeux du grand-père interrogent le visage de Judith. En ce moment précis, elle semble parfaitement sincère. Mais peut-être est-ce à cause de la couleur de sa robe. Le rouge fait ressortir la blancheur de la peau et la noirceur des sourcils, qui se froncent chaque fois qu'elle prend la parole. Tiens, par exemple, grand-maman, elle disait ne plus être capable de tenir un crayon, à cause de son arthrite. Un jour, je lui ai demandé de dessiner un Père Noël. J'ai toujours ce dessin. Oh, tu devrais voir, elle y a mis toute son énergie merveilleuse de grand-mère. Elle a dit ces derniers mots avec une conviction presque teintée d'une sorte d'emphase protectrice. Presque aussitôt, et parce que le grand-père se mouche à nouveau longuement, elle trouve son exemple regrettable, sans savoir exactement pourquoi. Alors, elle essaie d'imaginer ce que serait le Père Noël, s'il existait vraiment. Et elle le voit clairement. Un homme d'un certain âge aux oreilles surdimensionnées, avec, sous la houppelande, un sexe minuscule. Elle pense, les vieux monsieur, qui ne veulent pas qu'on les voie nus sur une peau de mouton, n'aiment pas dessiner des Pères Noël. Sans doute préférerait-il peindre une jeune fille en robe rouge. Le grand-père replie son mouchoir. Judith croit déceler une buée dans son regard. Il se détourne et dit « Ils n'ont plus de vin. »